pour ces jeunes-là, en fait, si vous leur dites que c'est n'importe quoi, lui, il prend je suis nul et je n'arrive pas à satisfaire mes parents, mes enseignants, etc. Donc, ça vient de moi, c'est de ma faute. Et donc, ils perdent leur confiance en eux. Et ils rentrent dans ce qu'on appelle le cercle vicieux du manque de confiance. Donc, euh, ils deviennent incapables de faire face aux attentes des enseignants et des parents parce qu'ils se disent j'arrive pas à comprendre ce qu'ils attendent de moi, donc je ne le fais plus parce que je ne comprends pas. Et donc ça peut être compliqué pour eux, en fait. Donc le chaud, le froid, le bruit, le pas bruit. Donc il faut être vigilant, particulièrement quand ils sont petits, pour les habituer progressivement à vivre comme les autres, parce que si on ne les habite pas, ils risquent de s'enfermer. Alors, soit certains vont s'enfermer et devenir très mutiques et devenir très solitaires, et d'autres vont devenir agressifs parce qu'on ne les comprend pas. Et pour se défendre, ils peuvent devenir agressifs. Donc, il faut vraiment être à l'écoute, et plus on commence jeune, mieux c'est. Mais on peut réparer ça à tout âge et on peut arriver à travailler avec eux de manière tout à fait intéressante. Ça fait 10 ans que je le fais et je me rends compte que en leur apportant les bonnes réponses, en fait, ça les aide à s'accepter comme ils sont et à devenir des êtres à part entière et sans douter de leurs capacités et se développer de manière complète, utiliser tout leur potentiel. Alors, autre question, est-ce que le HP est toujours bourré de confiance en lui? Eh bien non, ça je viens de vous le dire. Non, bien au contraire, je dirais. Alors, le HP avec un profil laminaire, oui, parce que le profil laminaire, en fait, il est bien adapté, il a bien compris ce qu'on attendait de lui, il est brillant, il y arrive, tout va bien. Donc lui, oui, il a confiance en lui parce qu'il sait qu'il est capable et il a compris euh, les bons rouages. En fait, il n'a pas de dysynchronie, donc tout va bien. Il a un QI homogène et il a tout. Voilà, il est brillant et tout va bien. Euh, En revanche, pour les profils complexes, effectivement, il n'a pas du tout cette notion de je suis bien et et je vais bien et j'ai confiance en moi. Bien au contraire, parce que comme il ne comprend pas ce que l'on attend de lui, si on lui explique pas bien, et ben en fait il se dit je suis nul. Finalement, c'est moi qui suis nul, c'est pas les autres, puisque c'est moi qui ne comprends pas. Et donc, comme je disais encore une fois, soit il arrête tout, soit il devient un peu rebelle et pour se défendre, il va le devenir agressif envers lui ou envers les autres, hein, parce que c'est aussi envers lui, hein. Il y a beaucoup de jeunes au potentiel qui, à l'adolescence, ont des pratiques un petit peu mutilantes, par exemple de la scarification, je m'arrache les cheveux, je me scarifie parce que j'ai une douleur au fond de moi que je n'arrive pas à résoudre. Donc je vais me faire du mal. Et tant que je ne me comprends pas, je vais me détruire parce que je ne m'aime pas, en fait. Et j'avais suivi comme ça une jeune qui était en quatrième, qui se scarifiait. Et on a passé du temps ensemble en entretien. Je lui ai expliqué pourquoi elle était différente des autres et comment elle fonctionnait en vrai. Et peu à peu, elle a arrêté de se scarifier et elle allait beaucoup mieux après, une fois qu'elle avait compris qui elle était. En fait, le grand secret, c'est un peu ça, c'est comprendre qui je suis pour aller mieux et être en accord avec moi. Mais c'est valable pour tout le monde, ça ne fait pas que pour les hauts potentiels, en fait. Alors, autre question que j'ai eue, le haut potentiel est très créatif. Alors, oui, il peut l'être, mais pas tous, hein. Il y en a qui sont, parce que tous les hauts potentiels ne sont pas des génies, déjà, première chose, et tous les hauts potentiels n'ont pas de dons particuliers. On associe beaucoup le haut potentiel à la douance. Oui, il y en a qui sont doués et qui y arrivent bien, mais il y en a d'autres non, il y en a d'autres, ils ont juste une capacité à s'intéresser, à apprendre plein de choses et aller très loin dans les sujets, à apprendre plus vite, sans forcément avoir des dons. Ils ont plus ou moins tous des domaines privilégiés, c'est-à-dire des domaines qui vont les intéresser plus que d'autres. Euh, alors, oui, je répondrai à la question, quelle différence êtes-vous? Oui, je vais répondre après. Donc,
Il faut savoir qu'il y a des hauts potentiels, ils ont tous des domaines de compétences particuliers. Certains vont aimer la géographie, d'autres les sciences, etc. Alors, les génies, en fait, par rapport à un haut potentiel, un génie, c'est quelqu'un, par exemple, comme Mozart, qui a un don, qui apprend des choses, la musique, etc., très vite. Le génie, c'est quelqu'un qui a des compétences qu'il n'a pas forcément apprises. Un haut potentiel, il a des compétences pour apprendre plus vite et beaucoup mieux que les autres et beaucoup plus rapidement que les autres. Le génie, c'est comme un don, en fait, c'est quelqu'un qui a un don à la naissance. Tous les hauts potentiels n'ont pas de don. Certains l'ont, hein, comme tout le monde, mais tous n'ont pas de don. Ils ont les capacités de développer des domaines de compétences pointus, mais ce n'est pas forcément un don, à la différence d'autres personnes. Et par exemple, c'est plus vrai, enfin, la notion de génie, elle est souvent liée aussi à une forme d'autisme qu'on appelle l'Asperger, où souvent c'est un autisme de génie, c'est-à-dire où ils sont enfermés dans une technique d'apprentissage unique, et donc ils vont développer un don, ils vont développer leur don de manière beaucoup plus importante en fait. Donc, non, les hauts potentiels ne sont pas forcément des génies. Et c'est souvent ce que l'on pense et ce que l'on imagine. Donc, pas du tout. Il y en a qui sont tout simplement des enfants un peu plus rapides que les autres dans l'apprentissage. C'est tout. Un peu plus ou beaucoup plus, hein, ça dépend. Alors, autre question aussi, autre idée reçue plutôt. Là, ce n'était pas une question, c'était juste, je voulais développer ça. On entend beaucoup dire que pour être au potentiel, il faut avoir un QI supérieur à 130. 130, oui, c'est une base. 130, pour les hauts potentiels intellectuels, oui, mais il faut savoir qu'on peut être au potentiel émotionnel et avoir un QI, un quotient intellectuel tout à fait normal, c'est-à-dire autour de 100, 110. Donc, en fait, il y a des tests à passer, bien évidemment, qui sont obligatoires, hein. On ne peut pas décréter nous-mêmes, hop, je suis au potentiel. Il y a des symptômes, pas des symptômes, puisque ce n'est pas une maladie, mais des signes qui ne trompent pas. Mais il faut quand même voir un psychologue qui fait passer, ou un neuropsy qui fait passer les tests, parce qu'on ne peut pas juste sur un ressenti se dire, ah bah, je suis au potentiel ou Asperger. Moi, dans mon suivi, déjà, je ne suis que les gens qui ont été testés pour le haut potentiel. Quand on me dit je suis au potentiel, voilà, je le vérifie auprès des tests parce que moi, je ne suis pas psychologue, je ne fais pas passer les tests, mais après, une fois que ces personnes sont identifiées, je les accompagne avec des techniques particulières. Donc, les tests sont un petit peu obligatoires et ça permet aussi de savoir, les tests WISC permettent de savoir comment est répartie l'intelligence dans les items du WISC. Et ça, c'est important et ça permet aussi de détecter s'il y a des troubles associés, une dysynchronie ou peut-être une suspicion de dyslexie, d'Asperger ou d'autres choses. Donc, ça permet d'affiner, bien entendu, le profil et ça, c'est très important. Autre question que j'avais, le haut potentiel disparaît-il avec l'âge? Eh bien non, ça ne disparaît pas. Alors je dirais que la différence, c'est que ça se lisse avec l'âge. C'est-à-dire que quand on devient adulte, au potentiel, cette différence, on apprend à, à la lisser, à ne plus la faire apparaître. Mais dans la tête, ça ne change rien. Le fonctionnement d'un haut potentiel est le même quand il est jeune ou quand il grandit, quand il vieillit. Sauf que effectivement, c'est comme la taille, c'est comme plein de choses. Avec l'âge, on, la différence est moins apparente, même si elle existe toujours. Et souvent, les adultes au potentiel ont parfois du mal aussi à s'intégrer avec des collègues de travail, avec des techniques particulières de travail, parce qu'ils ne comprennent pas toujours les autres. Et souvent, les hauts potentiels, particulièrement, moi je l'ai beaucoup constaté chez les jeunes, sont amis avec des gens qui leur ressemblent et qui fonctionnent comme eux, en fait. Et les adultes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les cercles d'amis des hauts potentiels vont être plutôt composés de gens qui ont un petit peu le même mode de fonctionnement qu'eux. Et donc, ils sont plus tolérants, mais ils ont quand même du mal à se faire des amis
un petit peu différents, voire à se faire des amis tout court aussi, hein. Alors, ils sont toujours motivés et passionnés, ces hauts potentiels. Ben non, pas du tout. Ils sont passionnés par un domaine. Et quand ils ne sont pas passionnés, surtout adolescents et petits, s'ils n'aiment pas ou l'enseignant ou la discipline, ils ne font rien, en fait. Voilà. Ils peuvent être, ce qui est assez étonnant, ils peuvent être très bons une année en mathématiques, l'année d'après très mauvais et très bons l'année d'après. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce que l'enseignant est moins bon ou meilleur, pas du tout. C'est parce que l'enseignant a réussi à leur faire passer quelque chose et parce qu'il fonctionne de la même manière que lui. Et donc, il a tout compris et en fait, il se sent beaucoup mieux avec cet enseignant-là et donc il fera tout pour réussir, et je dirais même différemment, réussir ne lui demandera aucun effort parce qu'il sera heureux de faire ça. Voilà. Et donc, il faut réussir pour les faire réussir à ce qu'ils adhèrent ou à la discipline ou aux techniques de l'enseignant. Donc, c'est plus difficile dans le second cas parce que quand ils aiment et quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Donc, ça, c'est difficile pour eux. Il n'y a pas de gris dans la vie des hauts potentiels. En fait. C'est du blanc ou du noir. Donc, pareil, en grandissant, on met un petit peu de... On y arrive, mais c'est parfois difficile. Euh, alors, pour terminer sur les hauts potentiels et pour passer aux autres, euh, ils se font, bon ça je l'ai dit, je vérifie les questions, ils se sentent supérieurs. Oui, on a souvent des choses comme ça qui disent, oui, ils sont insolents, ils se prennent pour je ne sais pas qui, ou des enseignants aussi qui peuvent dire, voilà, ses parents le poussent et c'est pour ça qu'il est au potentiel, c'est n'importe quoi, il n'est pas au potentiel. Il faut savoir que les parents, en général, ils sont aussi démunis que les enseignants face à un enfant à profil atypique. Le haut potentiel, ça ne se cultive pas, hein, ça vient à la naissance. Évidemment, le contexte social et éducatif va soit lui permettre de se développer, soit pas. Ça dépend effectivement de l'environnement social. Mais des hauts potentiels, il y en a autant chez les catégories aisées que pas aisées. Sauf que bah, les catégories aisées ont les moyens de les détecter et les autres n'ont pas les moyens forcément parce qu'il n'y a pas assez de psy scolaires pour le faire gratuitement, puisque c'est gratuit dans l'éducation nationale, ces tests. Mais bon, elles ne sont pas assez, et elles ne sont pas assez nombreuses. Parce que les tests de QI, ça coûte relativement cher et donc tout le monde ne peut pas le faire. Donc, et supérieur non, insolents, ils peuvent le paraître. Ils ne le sont pas forcément, même rarement, sauf bon, ceux qui... Les adolescents peuvent le devenir, mais ce n'est pas forcément les adolescents au potentiel, c'est les adolescents en général. Mais alors, pourquoi on leur dit qu'ils sont insolents? C'est parce qu'en fait, ils disent ce qu'ils pensent mais sans filtre, ils sont sans filtre en fait. Et donc quand ils n'aiment pas un prof, ils sont capables de lui dire bah non, j'ai pas envie de travailler pour vous parce que je vous aime pas. Voilà. Et certes, on ne dit pas ça. On dit pas, on fait pas ça parce que bah, ça se fait pas dans le code social en fait. Moi, je me souviens d'un élève qui avait dit au prof de français qu'il l'avait félicité à la fin de son cours, prof de quatrième. C'est souvent au collège hein, où il y a des petits soucis de ce type-là. Et l'élève avait été voir le prof en lui disant je vous félicite, j'ai beaucoup aimé votre cours. Bon, le prof était content, très bien, mais qu'est-ce que tu as apprécié dans mon cours, etc. Il dit bah, j'ai surtout apprécié le fait que j'ai pu dormir toute l'heure sans être réveillé. Bon, évidemment, voilà, on en rigole. Moi, j'avais très envie de rire quand le professeur est venu me voir. C'était l'époque où j'étais principale de collège, mais j'ai pas rigolé. Mais voilà, bon, bien sûr, j'ai sanctionné comme il se doit, mais j'ai expliqué à ce jeune que même si c'est la vérité, on ne dit pas ça. En fait, il dit, bah oui, mais c'est vrai, son cours était ennuyeux au possible et franchement, j'ai rien appris. Je dis peut-être, mais tu as le droit de le penser, il n'y a pas de souci, mais tu ne le dis pas de cette manière-là à l'enseignant, quoi. Pour lui, c'était pas du tout insultant, c'était pas du tout problématique, c'était juste la vérité. Donc voilà pourquoi parfois on les traite d'insolents ou d'arrogants parce qu'ils ont des attitudes et des postures qui font ça. Donc ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément les bons codes
sociaux. C'est-à-dire que quand un enfant, un jeune au potentiel vient vers vous et a une réflexion de ce type-là, plutôt que de le sanctionner, c'est de lui dire OK, bon, dis-moi pourquoi tu n'as pas aimé mon cours, par exemple. Il aurait fallu entamer un discours et lui expliquer que ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Bon, il a le droit de ne pas aimer, effectivement, mais que ce n'est pas une bonne idée de le dire comme ça, en tout cas. Voilà pour les hauts potentiels. Moi, je dirais juste pour conclure, et c'est valable pour tout, en fait, tous les profils atypiques, il y a une vérité absolue pour tous ces profils atypiques, c'est que ça change la vie de savoir qu'on est atypique et de savoir comment on marche dans sa tête. Et moi, c'est vraiment ce à quoi je m'attelle quand j'accompagne ces jeunes et leurs familles, parce que souvent les familles viennent me voir en me disant mon gamin ou ma gamine a un problème à l'école, il n'y arrive pas. Souvent, je dis le problème, il n'est pas juste à l'école, il est global le problème. Donc, j'accompagne aussi les parents pour qu'ils accompagnent mieux leurs enfants. Parce que si eux ne les comprennent pas, ils ne pourront pas être en harmonie avec eux et ils ne pourront pas donner un lieu d'épanouissement à leur enfant. L'objectif étant que ces jeunes-là puissent développer tout leur potentiel, vraiment qu'ils soient heureux avec leurs forces et leurs faiblesses, parce qu'il y a des faiblesses, et qu'ils acceptent d'être différents surtout. Arrêtez de vouloir être comme les autres, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc après, je voulais parler un petit peu des autistes. Plus globalement, enfin plus simplement, pour aller à l'essentiel, des Asperger, qui sont plutôt les personnes que je suis moi, plutôt que les autistes lourds qui sont plutôt suivis dans des structures plus adaptées. Donc, les Asperger. Alors, qu'est-ce qu'un Asperger, en fait, par rapport à un autiste? Un Asperger, c'est un trouble aussi du spectre autistique, hein. De toute façon, c'est la même chose. Mais en fait, souvent, c'est lié à un, un haut potentiel émotionnel ou intellectuel aussi. L'Asperger, en fait, et souvent on confond haut potentiel et Asperger parce que parfois il y a les mêmes problématiques. L'Asperger, c'est quelqu'un qui va être très intelligent, qui va être très à l'écoute, mais qui n'a pas les bons codes sociaux, en fait, qui ne sait pas comment ça fonctionne la société, donc il n'a pas les codes. Il ne sait pas, pour lui, par exemple, un petit enfant Asperger, il ne va pas être très câlin, mais comme un autiste, hein, il ne va pas être câlin, il ne va pas forcément dire bonjour, il ne va pas être très communicatif. Et donc, si on ne va pas vers lui, il ne viendra pas vers vous. Mais ce n'est pas parce qu'il est timide forcément, c'est juste parce qu'il n'a pas les codes, il ne sait pas comment faire. Donc, si vous allez le chercher gentiment, et que vous commencez à rentrer en communication avec lui et que ça passe avec lui, ce sera quelqu'un d'extrêmement intéressant et d'extrêmement euh, ouvert et passionnant. Voilà, et même parfois, il ne va pas s'arrêter de parler parce qu'il aura trouvé quelqu'un qui sera à son écoute. Et c'est difficile pour les Asperger de rentrer en communication directe avec les autres. Donc, on les traite souvent de timides, mais ils ne sont pas plus timides que les autres. Ils sont juste un peu... ils ont un peu de mal à aller en communication avec les autres. Voilà, alors, quelques idées reçues sur l'autisme en général. Alors déjà, je voulais juste signifier qu'en France, il y a 400 000 personnes autistes. Alors, je n'ai pas parlé des hauts potentiels tout à l'heure, c'est entre 2,5 et 5% des classes d'âge de haut potentiel. Donc, 2,5, 2,3 détectés, mais on estime qu'il y a 5% de la population qui est avec un profil haut potentiel. Les autistes, c'est 400 000 en France. Alors, l'autisme, c'est pas rare, en fait, l'autisme. Il faut savoir qu'il y a un enfant sur 100, pardon, pas sur 3, ça ferait beaucoup, sur 100 qui est atteint par un trouble autistique, en fait. Alors, le trouble autistique, il est plus ou moins fort, hein, en fait. C'est un trouble neuro, donc un trouble de la sphère du spectre autistique, pardon. Et donc, c'est un enfant sur 100 qui a ce syndrome.
un autiste est tout à fait autonome, enfin pour la plupart. Euh, il faut savoir qu'en France, l'autisme est considéré comme un handicap lourd. Alors, oui, le QE, il existe des tests faits par des psychologues. Ce n'est pas le WISC qui mesure le QE, c'est d'autres tests. Donc ça, il faut demander spécifiquement aux psy. Alors souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font passer les deux, le QI et le QE, en fait. Voilà, les deux sont possibles. La proportion d'autistes en évolution. Alors, je ne pense pas qu'il y en ait plus, ils sont juste plus souvent détectés. C'est-à-dire que maintenant, tous les profils atypiques, il y a quand même des recherches plus pointues et je pense qu'on essaye de trouver quand même ce qui ne fonctionne pas chez certains enfants. Et donc, on explore un petit peu tout et effectivement, il y a de plus en plus de tests qui sont faits par des psychologues ou des psychomotriciens, enfin des gens habilités à le faire, pour déterminer ce trouble de l'autisme. Donc, on a l'impression qu'il y en a plus, mais en fait, il n'y en a pas forcément plus. C'est comme les HP. Il n'y en a pas plus, c'est juste qu'ils sont plus détectés. Alors l'autisme, c'est vrai qu'on parle aussi d'une recrudescence de profils autistiques à cause de la pollution, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de lien réel et sérieux. C'est en cours d'analyse. Bon, voilà. Alors la proportion n'est pas forcément en augmentation significative en tout cas. Alors l'autisme n'a pas forcément besoin d'être pris en charge à 100%. Il y en a, oui, bien sûr, ça dépend de la forme du handicap. Euh, En France, il faut savoir qu'il n'y a que 20% d'enfants autistes qui sont scolarisés dans des écoles classiques. C'est très peu parce qu'ils ont la même capacité que les autres de suivre une scolarité normale une fois qu'ils ont été un petit peu rééduqués ou éduqués ou suivis en tout cas avec des accompagnements adaptés. Il faut savoir qu'en Suède, par exemple, puisque je travaille aussi au niveau de l'Europe, c'est 80% des élèves qui sont scolarisés dans des écoles classiques. Donc, c'est possible. Alors, en Suède, le système éducatif n'est pas le même, ils sont moins nombreux par classe, euh, les enseignants sont formés différemment, mais malgré tout, je trouve qu'en France, il y aurait beaucoup de progrès à faire pour accepter tous ces profils atypiques et, et puis ce serait très riche au niveau des autres aussi. Euh, alors, l'autisme, il faut savoir que ça ne se détecte pas à la naissance. Pas forcément, en tout cas, sauf s'il y a un autisme grave. C'est plutôt vers... il y a des tests différents à faire. Donc ça aussi, j'en parlerai dans ma formation par rapport à l'autisme. Il y a un premier test vers 1 an, 18 mois, 2 ans par là, où les interactions sociales commencent à être importantes. Et là, si on se rend compte qu'il y a quand même un trouble par rapport à ça, donc là, il y a un premier bilan à faire. Et puis après, au moment de l'adolescence, il y a un deuxième bilan à faire pour voir un petit peu où on en est par rapport au développement du jeune et pour pouvoir adapter les suivis si nécessaire. Alors, l'autisme, autre idée à savoir, c'est que l'autisme touche beaucoup plus les garçons que les filles, en fait. Alors ça, c'est pareil, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a plus de problématiques autistiques chez les garçons que chez les filles, en fait. Donc voilà, ça, je n'ai pas encore tellement creusé, mais je le ferai, je creuserai pour voir. Il y a certainement quelque chose euh, de génétique. Je pense que c'est plutôt lié à la génétique. Souvent, l'Asperger, c'est plutôt le papa que la maman. Mais bon, voilà, c'est pareil. Là, je ne veux pas trop développer parce que j'en suis pas encore, enfin, je n'ai pas encore fait les recherches suffisantes par rapport à ça. Mais il est vrai que dans les chiffres, il y a plus de garçons que de filles, en tout cas. Voilà. Pour accompagner un jeune Asperger ou un jeune autiste, comment faire pour ne pas euh, le brider ou le rendre plus malheureux et le rendre plus, enfin, le faire qu'il se ferme de plus en plus? Eh bien, en fait, c'est d'être vraiment un regard bienveillant, un regard encourageant. Ce sont des jeunes qui font des efforts qui leur demandent des efforts qu'on n'imagine même pas, en fait. Aller dire bonjour à quelqu'un, pour eux, c'est extrêmement difficile. Donc, l'encourager, ne pas forcément le surprotéger, parce qu'on a tendance, quand on a un enfant différent,
de vouloir le surprotéger, de faire à sa place. C'est pas forcément une bonne idée. Parce que faire à la place de cet enfant, qu'il soit autiste, 10 ou autre chose, c'est le déresponsabiliser et lui faire croire que parce qu'il est différent, il ne réussira pas à faire comme les autres. Voilà, ou à faire ce qu'il faut pour devenir ce qu'il veut devenir. En fait, ce qu'il faut leur dire à ces jeunes, c'est que oui, ça va être plus difficile parce qu'il y aura des choses à faire différemment, qu'il va falloir peut-être se forcer plus que les autres, mais que c'est nécessaire pour s'épanouir. Et il faut leur tenir la main, les accompagner, les pousser à faire des choses, les forcer, mais sans violence, enfin sans violence, j'entends bien évidemment, mais sans contraindre. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire preuve de patience, de dire, t'as pas réussi cette fois-là, c'est pas grave, on recommence. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Moi, par exemple, j'ai un fils qui est Asperger et haut potentiel. Pour lui, téléphoner, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. Il faisait du cheval, bon, un exemple, hein, il faisait du cheval à haut niveau, et un jour, des fois, il ne pouvait pas aller à l'entraînement. Je dis, bah, t'appelles ton coach et tu le préviens. Donc, ben, il ne pouvait pas le faire. Ça le mettait dans des états de transe, mais pas possible. Mais je n'ai jamais cédé. J'ai dit, je n'appellerai pas moi, c'est toi qui le feras. Tu le feras quand tu seras prêt, mais tu le feras. Parce que, voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui le concernaient lui. Bah, il ne faut pas les gronder quand ils ne le font pas ou quand ils font mal, parce que justement, pour eux, c'est déjà un effort tellement violent qu'ils ont fait contre leur personnalité, contre eux, que si en plus je leur dis, ouais, tu fais n'importe quoi, regarde, c'est pas bien, c'est encore pire. Donc vraiment, pour ces jeunes-là, il faut vraiment de l'attention, de la patience, beaucoup de patience. Voilà. Ils y arriveront, mais il leur faut du temps et beaucoup de reconnaissance en lui disant, bah, dis donc, je suis drôlement fière, tu as vu ce que tu as fait, où tu en es, etc. Et après, ils le reconnaissent. Hein, mais c'est vrai que en tant que parent, en tant qu'enseignant, c'est beaucoup de patience et beaucoup de bienveillance surtout. Voilà. Il faut les traiter. C'est vrai que ça leur permet de grandir et d'aller mieux. Il faut savoir que le mot autisme, en fait, c'est en grec, ça signifie être très égocentrique. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'un autiste est égocentré. Il est tourné vers lui. Les autres, pour lui, c'est des agresseurs, entre guillemets. Donc, il faut l'apprivoiser. En fait, je dirais que le terme essentiel là-dedans, c'est apprivoiser ces jeunes qui ont un comportement parce qu'ils ont peur des autres, en fait, hein, tout simplement, et que tout passe par leurs émotions, mais leurs émotions profondes. Et donc, ils se sentent constamment agressés par le monde extérieur. Si on ne leur apporte pas un peu de soutien, un peu d'aide, voilà, c'est de l'agression permanente. Alors, pour les autistes importants, pour l'autisme important, il y a des centres, il y a des spécialistes hein, qui les accompagnent, qui peuvent venir à la maison, qui les aident à justement à créer des liens sociaux, à se développer, à apprendre, à vivre ensemble, etc. Mais ça, pareil que pour les hauts potentiels, hein, bien entendu, plus c'est fait tôt, mieux c'est. Ça permet de développer plein de choses, en fait. Hein. Alors, par exemple, là, j'ai été voir aussi en Suisse. En Suisse, il y a entre 7 000 et 9 000 enfants et jeunes autistes. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà, la Suisse, c'est petit. Je ferai dans mes points sur ces types-là des comparaisons avec l'Europe. Voilà. Alors, alors, la réciproque n'est pas forcément vraie. Un enfant qui se sent en permanence agressé n'est pas forcément... Ah bah non, non, il n'est pas forcément autiste. Hein. Il y a des enfants qui souffrent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont une image très dévalorisée d'eux. Et souvent, alors, tout comportement
on a tendance à dire que tu as un comportement d'autiste parce que tu es fermé et tu es timide. Non, il y a des jeunes qui ont simplement peur des autres, en fait. Hein. Avoir peur des autres parce qu'on a beaucoup de timidité, parce qu'on n'a pas confiance en soi aussi, parce qu'on a eu des événements dans la vie qui fait que on a été confronté à des gens méchants, par exemple. Hein. Quand un jeune a subi du harcèlement, par exemple, eh bien, il peut devenir égocentré parce qu'il va se protéger des autres. Et puis, il y en a qui n'aiment pas les autres, hein, tout simplement. Il y a des gens qui sont solitaires par principe, hein, par plaisir aussi. Et donc, ce n'est pas forcément une caractéristique autistique, hein, de toute façon, fort heureusement. Mais c'est vrai je dirais qu'en France, on a toujours envie de mettre les gens dans des cases. C'est-à-dire à trouver la bonne raison, pourquoi tu te comportes comme ça, est-ce que tu ne serais pas autiste par hasard? Mais non, pas forcément. Il y a des gens, et puis il y a des gens vers qui on a envie d'aller, et puis d'autres qu'on n'a pas envie. Hein. Donc voilà. Et puis les autistes ne sont pas forcément des gens solitaires non plus. Hein. Ce sont des gens qui apprécient beaucoup la compagnie des personnes qu'ils ont choisies ou qu'ils ressentent positives et bienveillantes vis-à-vis d'eux, en fait. Donc, voilà, il faut savoir que ce n'est pas forcément un trait de caractère d'être solitaire parce qu'on est autiste, hein, pas du tout. Euh, voilà pour l'autisme. Des questions sur l'autisme? Alors après, j'avais dit que je parlais un petit peu des 10. Alors j'ai parlé surtout de la dyslexie parce qu'il y en a plein des 10, beaucoup, beaucoup des 10. La dyslexie, c'est ce dont on parle le plus en fait. Qu'est-ce qu'un enfant dyslexique? Alors, et comment on peut l'aider, ce jeune dyslexique? Alors, la dyslexie, ou les 10 en général, en fait, euh, ce sont des jeunes qui ont des difficultés dans la lecture et dans l'apprentissage en général, de l'écriture aussi. Ça peut être des jeunes qui ont, quand ils sont petits, l'écriture miroir, mais ce n'est pas parce qu'on a une écriture miroir quand on est petit qu'on est forcément 10, parce que ça peut s'atténuer. Donc il y a des tests, évidemment, hein, ce sont les orthophonistes qui déterminent si on est pas autiste, pardon, dyslexique ou pas. Ce sont des jeunes aussi qui ont beaucoup de difficultés à lire parce que lire, ils n'ont pas la capacité intellectuelle. C'est pas parce qu'ils sont pas, ils sont aussi intelligents que les autres. Hein. C'est pas, je veux absolument pas dire qu'ils n'ont pas les capacités, puisque beaucoup de hauts potentiels sont 10 et réciproquement. Hein. Donc, en fait, ils n'ont pas la capacité de décrypter les mots correctement si on leur apprend pas et qu'on leur donne pas les bonnes méthodes. Voilà, leur cerveau, au niveau du langage, il n'est pas formaté comme tout le monde. Et donc, pour eux, c'est extrêmement difficile à la fois de lire et parfois d'écrire aussi, puisque de toute façon, le découpage des mots n'a pas de sens pour eux. Donc, c'est extrêmement difficile. Alors, paradoxalement, il y a des langues très bien adaptées pour les 10. L'italien, en général, il y a moins de dyslexiques en Italie parce que la langue est beaucoup plus simple. Et en Espagne aussi, enfin l'Espagne en deuxième, c'est l'italien en premier. L'italien est une langue super pour les dyslexiques parce qu'ils n'ont aucun mal à l'apprendre. Et évidemment, les langues beaucoup plus complexes comme le français, l'allemand, c'est extrêmement compliqué. L'anglais aussi, c'est compliqué parce que le russe, je ne sais pas, c'est possible. Je ne sais pas du tout. Concernant le russe, je me renseignerai. Euh, c'est certainement une langue assez simple aussi, si toutefois, avec des règles de grammaire assez simplistes pour les dyslexiques et assez logiques, parce que ce sont des jeunes très logiques mais c'est parfois en raison de... Ah oui, bah oui, ça voilà, tout à fait. Bah, oui, donc c'est normal que ce soit facile parce que justement, ils apprennent... Il n'y a pas de différence entre ce que l'on entend et ce que l'on écrit. Et ça, c'est important pour eux. Donc, les dyslexiques, comment on peut les aider? Ah ben alors déjà, on peut les aider en développant tout ce qui est support audio pour la lecture, pour les faire aimer, les faire venir à la lecture. Ah oui,
tout à fait. Ce serait une très bonne approche aussi, l'espéranto, pour découvrir des langues et pour pouvoir développer euh, l'amour des langues et l'amour d'apprendre aussi, parce que être 10, ça peut entraîner justement un désamour de l'apprentissage parce que c'est très lourd et très compliqué. Donc, en fait, il faut développer tous les moyens qui peuvent leur permettre d'être plus heureux et d'être plus à l'aise. Alors, c'est par exemple les livres audio. Les livres audio, c'est intéressant pour eux parce que tout en associant le support écrit, parce que comme ça, on associe le son et l'écrit et on lit en même temps qu'on écoute, et ça va leur donner l'envie de découvrir des histoires. Ça peut être aussi lire avec eux des histoires. C'est pas en disant je t'allège un peu le travail quand on est parent, en disant bah, je lis moi 3 phrases, toi t'en lis une, pour lui donner ce goût-là et dire que ça peut être sympa aussi de lire, même si on sait que lire un livre entier pour un 10, c'est parfois compliqué tant qu'il n'a pas été entraîné et pris en charge par un spécialiste qui va l'aider à bien, à trouver les bonnes méthodes qui lui conviennent. C'est aussi lui apporter des aides comme par exemple le développement de l'usage de l'ordinateur le plus rapidement possible. Alors pourquoi? Parce que déjà, il y a un correcteur automatique, parce que déjà, il n'a pas à écrire et c'est moins fatigant. Et puis, c'est aussi que les enseignants développent les supports numériques pour les 10, parce que faire de la recopie au tableau, c'est leur donner un travail terrible pour un résultat qui est extrêmement décevant pour eux et extrêmement inutilisable pour les parents à la maison. Parce que, en fait, les supports écrits d'un dyslexique, moi, pour en avoir vu, parce qu'il y a des parents qui me montraient, mais comment voulez-vous que je travaille avec mon enfant quand il prend les cours? Ça peut être extrêmement difficile à décrypter pour les parents parce que ben, il écrit comme il pense devoir écrire et c'est difficile. Et c'est vrai que souvent, les enseignants dictent leurs cours et ne prennent pas le temps d'expliquer et de vérifier surtout ce que les enfants ont écrit. Bon, voilà, je sais qu'on n'a pas toujours le temps quand on est enseignant, mais c'est vrai qu'il y aurait à développer des supports qui sont adaptés aux jeunes dyslexiques, pas juste leur dire, ben voilà, tu fais une photocopie du cours, parce que même la photocopie du cours, si on photocopie le cours d'un copain, c'est pas pareil que de l'écrire ou de se l'approprier. Alors peut-être des textes à trous aussi, où il a un mot, des mots-clés à noter de temps en temps. Mais voilà. Et ça ne demande pas beaucoup, beaucoup de travail, je pense, aux enseignants en supplément. C'est juste rendre l'élève plus autonome. Et je pense aussi, alors ça c'est mon expérience d'enseignante où j'ai vraiment développé des techniques où j'essayais d'aider tous les élèves. Je pense que si on réfléchit autrement en disant je fais des supports pour tous les profils d'élèves en profiteraient pour de vrai, en fait. Souvent, alors, je sais qu'enseigner, je connais la difficulté de l'enseignement, particulièrement en France où on demande des résultats et où les classes sont parfois surchargées et c'est compliqué, ça c'est clair. Mais c'est vrai que je pense que le travail qui est à faire, c'est peut-être travailler sur les supports que l'on utilise en cours. Et ça devrait se faire au moment de la formation et au moment à d'autres moments pour travailler sur l'atypisme et le développer pour le généraliser en fait. Je pense qu'en France, on travaille à l'envers. Enfin, ça c'est mon opinion. Après, il n'y a que moi qui la partage, peut-être, je ne sais pas. Je sais bien que parfois c'est compliqué de s'adapter à tous les profils qui apparaissent petit à petit dans les classes, etc. Mais moi, je dirais que pour un enseignant, le fait de dire à son élève, je sais que tu as des difficultés, je vais faire en sorte d'apporter le plus de solutions que je peux, peut-être pas des solutions tout le temps, mais quand je peux, je t'aiderai et je te donnerai des solutions. Rien que déjà le fait d'être reconnu, et ça j'y tiens beaucoup, les profils atypiques, le fait d'être reconnu dans leurs particularités, déjà, ça leur enlève un poids en disant je ne suis pas obligée d'être comme les autres. Je peux être moi parce que mon enseignant l'a compris,
Alors, il va peut-être pas m'aider tout le temps, mais en tout cas, je sais que je pourrais lui demander de l'aide si j'en ai besoin. Voilà. Et rien que lui dire, je sais, je te connais, je sais que tu as des besoins, je vais faire en sorte de te les donner si je peux, dans la mesure du possible, et demande-moi si tu as besoin. Voilà. Après, et vous verrez déjà, rien que ça va l'aider à aller mieux. Le quatrième qui se développe aussi, enfin, c'est pas que ça se développe, mais c'est qu'on le détecte de plus en plus, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors ça, on en entend parler à toutes les sauces quasiment. Hein, maintenant, tous les gamins qui bougent, ils sont hyperactifs ou ils ont un trouble de l'attention. Alors, ce trouble, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis longtemps. Alors, si je fais un peu d'histoire, il est connu depuis le 19e siècle. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça, c'était un célèbre neurologue français qui s'appelle Désiré Magloire Bourneville, en fait, qui le décrivait de la façon suivante. Donc, je vais lire la définition de ce neurologue à l'époque. Donc, il disait que la mobilité de ces enfants est exubérante. Ils ne restent en place nulle part. Ils se lèvent de table à chaque instant et sans motif. S'ils jouent, ils passent rapidement d'un jeu à l'autre. Il manque d'harmonie entre l'impulsivité et les inhibitions. Voilà, donc ce trouble-là, on l'appelle aussi hyperkinésie, instabilité psychomotrice, hyperactivité. Aujourd'hui, il s'appelle le TDAH. TDAH. Voilà. Donc, en France, on estime en France et même dans le monde à peu près, c'est stable, ce chiffre est stable, c'est 5% à peu près de la population qui aurait ce trouble-là. Donc, il n'est pas encore très bien diagnostiqué. euh, et il faut savoir aussi que parfois on passe à côté et que ce sont des jeunes qui peuvent devenir agressifs et qui peuvent devenir extrêmement difficiles à gérer au bout d'un moment si cette hyperactivité n'est pas détectée. Il y a un trouble associé aussi à l'hyperactivité qui est très peu connu, c'est le trouble TOP, c'est le trouble de l'opposition. En fait, ce sont des jeunes, des enfants qui, tout petits, refusent toute l'autorité. Ce ne sont pas forcément des enfants mal élevés, c'est qu'ils refusent qu'on leur dise non. Ils ont une difficulté, enfin, ce n'est même pas une difficulté, ils ont l'incapacité de supporter la frustration. Et ces enfants, trouble TOP, donc c'est un nouveau, enfin, c'est pas un nouveau trouble, c'est un dérivé du TDAH. Et en fait, ce trouble se développe et se montre pour, vous savez, les enfants. Alors, c'est des enfants qu'on imagine hyper capricieux, euh, qui peuvent devenir très violents. Le problème, c'est que si ce trouble de l'attention et ce trouble TOP particulièrement, ce sont des enfants qui sont très violents par la suite et, qui peuvent en venir à faire du mal, soit à leur famille, soit à se faire du mal à eux, en fait. Et moi, j'ai rencontré deux jeunes atteints de ce trouble, mais c'est très impressionnant. Ça peut être extrêmement violent. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui peuvent discuter de manière tout à fait naturelle avec vous et que dès l'instant où euh, vous les frustrez ou vous leur dites non, ils peuvent devenir violents. Vous en avez peut-être eu, je ne sais pas si vous êtes enseignante dans votre classe, des jeunes qui vont prendre une table et la balancer comme ça. Donc, ça peut être ça. C'est pas forcément, ils ne sont pas tous comme ça parce qu'il y en a qui sont violents parce qu'ils sont violents, mais c'est une forme de trouble en PS. Petite section. Ah, petite section. Ah oui, ben voilà. Donc, c'est certainement un trouble TOP petit, ou alors ça peut être aussi, mais
Voilà, parce qu'on dit souvent ces enfants, c'est que la famille, après il y a le contexte familial aussi qui joue, mais moi les deux jeunes que j'ai rencontrés adolescents, ils avaient une famille extrêmement saine, en fait, je veux dire, avec des règles normales. Ils avaient des frères et sœurs qui étaient tout à fait dans la norme du supportable. Voilà, c'était pas une famille déviante dans les règles à suivre en fait. Et donc ces jeunes-là, c'est assez étonnant et c'est un trouble qui peut être traité malheureusement que par médicaments en fait, avec entre autres la Ritaline, hein, on la connaît, mais mais ça marche pas tout le temps non plus. Et il y a ces jeunes-là refusent toute aide. C'est ça qui est compliqué avec les troubles TOP, c'est qu'en fait, euh, ils sont à la fois en demande d'aide, mais pas trop parce que ça les agace finalement. Et toutes les aides, ils vont mettre en difficulté toutes les personnes qui veulent les aider finalement. Parce qu'ils sont un peu manipulateurs aussi et qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire finalement. Donc, et ça, c'est un trouble qui est compliqué à gérer. Alors, les petits, ça peut être très violent. Moi, je me souviens d'un jeune que j'avais accompagné aussi au collège où j'étais, qui est arrivé avec une réputation terrible parce que dès que, à l'époque en primaire, il est arrivé en sixième, donc au collège où j'étais, dès que il était contredit par son professeur des écoles, il balançait les tables, il balançait les chaises, il était violent. Voilà. Et en sixième, bah, il était toujours, hein, ça n'avait pas changé. Mais sauf qu'on a pris le problème autrement au collège. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai dit aux enseignants, c'est maintenant, on ne réagit plus violemment. On vient, vous venez me chercher. Alors, ça m'a demandé du temps et de l'investissement. On a trouvé deux personnes ressources, c'était moi et un prof de maths avec qui ça passait bien, avec qui il voulait écouter, parce que non seulement il devenait violent, mais il se bloquait. C'est-à-dire que c'était un gamin costaud quand même. Et donc, même pour le sortir, on ne pouvait pas le prendre et le sortir parce qu'il était trop fort. Donc, on a mis en place un protocole en disant, il s'énerve, vous faites appeler quelqu'un, moi je viens le chercher, je le mets dans une petite salle de décompression, entre guillemets, et après je reconstruis avec lui. Ça nous a demandé 2 ans, mais au bout de 2 ans, il a arrêté ses crises. Mais c'est vrai que pour ces jeunes-là qui ont des comportements comme ça, dans le refus de subir les frustrations parce que ça les met hors d'eux sans contrôle, en fait, ils ne se contrôlent pas finalement. En fait, ça arrive, mais ce n'est pas forcément volontaire. En fait, ça demande du temps et ça demande aussi beaucoup, encore une fois, d'accompagnement. Et ça, je sais bien que quand on est dans une école, on n'a pas le temps. Moi, j'ai pris ce temps-là parce que je m'étais formée aussi par rapport à ces profils-là. Mais alors, ça peut être, oui, un problème de cortex, évidemment, et effectivement, parce que le cerveau, ça aussi, je vais le développer, ça se développe, enfin, le cerveau, même s'il est pareil, il ne se développe pas de la même manière, en fait. Donc, il y a des zones plus ou moins développées, et ça, oui, effectivement, ça joue au niveau neurologique aussi. C'est comme, bah, comme pour le haut potentiel, ou comme toutes les différences, en fait, c'est que le cerveau n'active pas les mêmes zones à chaque fois. Et en tout cas, il n'est pas conçu pour les hauts potentiels, par exemple, où là, j'ai été assez loin dans mes recherches et dans mes études. Le cerveau ne se construit pas dans le même sens que pour les autres, en fait. C'est le même cerveau, mais qui se développe de façon différente. Donc, et pour les TDAH aussi, en fait, c'est tout ça, c'est lié en fait avant la naissance, à la construction cérébrale en fait de l'enfant, et aussi avec des gènes, ça peut être génétique ou pas. Le TDAH, bon, voilà, tous ces troubles-là peuvent venir euh, des gènes, mais pas forcément en fait. Euh, ensuite, il faut savoir aussi, ça c'est le paradoxe aussi, on parle de troubles de l'attention avec ou sans hyperactif. Un hyperactif n'est pas forcément un agité. C'est ça qui est difficile à comprendre. Euh, c'est pas de l'hyperagitation. En fait, l'hyperactivité, c'est aussi l'hyperactivité cérébrale, en fait. L'hyperactivité, ce sont aussi des jeunes, enfin des personnes, hein, je ne vais pas parler que de jeunes, puisque c'est tout le monde, c'est l'agitation cérébrale en permanence, c'est-à-dire c'est la pensée continuelle.
Donc, on est hyperactif, pas forcément physiquement, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui bouge tout le temps, etc. L'hyperactif, c'est aussi un hyperactif cérébral, c'est-à-dire que dans sa tête, ça n'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, il n'est jamais au repos, il n'est jamais détendu parce que ça tourne tout le temps dans sa tête. Et donc, ça génère parfois des comportements un peu agressifs, un peu et beaucoup de déconcentration surtout. C'est-à-dire que comme ça marche tout le temps là-haut, ça passe du coq à l'âne, etc. Donc, ça entraîne de la déconcentration. Ça, c'est aussi de l'hyperactivité, de l'hyperagitation. Donc ça, c'est moins clair, c'est moins net, mais ça fait partie de l'hyperactivité. Et donc, c'est là plutôt le trouble de l'attention qui va être prédominant, puisqu'on aura l'impression que l'élève, l'enfant, il n'est pas attentif, parce qu'il est perdu dans ses pensées, parce qu'il a des pensées en arborescence et parce que ça n'arrête jamais, et ça tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, est-ce qu'un enfant hyperactif peut se concentrer? Là est la question. Ça, c'était une question que j'avais eue. Oui, bien sûr qu'un hyperactif peut rester concentré, peut-être un peu moins longtemps que les autres, ça c'est clair, mais il peut se concentrer sur des sujets, encore une fois, je dirais que ça n'a pas lieu avec ça n'a pas de lien avec le haut potentiel, pardon, même si beaucoup d'hyperactifs sont aussi au potentiel, mais pas tous. Il peut rester concentré un petit peu de temps. Donc, il faut savoir le temps nécessaire. Généralement, pour un enfant, 10 minutes, c'est bien. Après, il faut passer à autre chose. Alors, moi, ce que je conseille aux jeunes hyperactifs que je suis pour les devoirs et aux parents qui les accompagnent, c'est d'avoir un minuteur et de les mettre au défi. C'est-à-dire, tu as 10 minutes pour faire tes 2 exercices de maths. Si tu as fini, tu auras le droit de faire un truc qui te fait plaisir. Sinon, c'est moi qui choisis l'activité. Mais c'est 10 minutes maximum. Et toutes les 5 minutes, enfin toutes les 10 minutes, on fait une petite pause. Peut-être pas de 5 minutes, parce que voilà, après c'est la déconcentration. Petite pause de 2 minutes, on souffle, on va prendre un ballon, on se dépense un peu et on revient travailler. Mais il faut sectionner le temps de travail. C'est ce que j'explique aux parents. Je dis, si vous avez un jeune hyperactif, vous n'allez pas lui demander de rester une demi-heure assis au bureau, ce sera inefficace à 100%. Parce que déjà, vous lui dites, c'est une demi-heure pour lui, c'est le bout du monde, et donc il va passer son temps à se justifier, à essayer de ne pas travailler. Donc, il faut saucissonner un petit peu ces temps-là et vraiment le faire de courte durée parce que, justement, il ira vite et puis il fera bien pour s'en débarrasser. La plupart du temps, il fera bien. Voilà. Alors, aussi, question ou idée reçue, les hyperactifs sont des enfants mal éduqués. Eh bien non, pas forcément. Enfin, ça peut arriver, mais pas forcément. Et moi, je vois dans les personnes que je suis, il y a beaucoup d'enfants issus de familles tout à fait bien réglées au niveau de la norme sociale. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, ce sont des enfants qui ont des règles de vie, qui ont des familles tout à fait équilibrées et qui sont hyperactifs pour autant. Donc, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, l'éducation peut accentuer le phénomène, mais pas forcément. Euh, voilà. Comment détecte-t-on l'hyperactivité? C'est vrai que le diagnostic de l'hyperactivité, c'est pas forcément de grands examens. On imagine qu'il y a plein d'examens à faire, aller à l'hôpital, pas du tout. Il y a un diagnostic à poser par des spécialistes, donc il y a des psys qui sont spécialisés dans la détection de l'hyperactivité. Ce sont des tests, alors ça peut être le WISC, mais pas que. Le WISC, c'est plutôt pour mesurer la capacité intellectuelle, hein, ça je le rappelle, mais il y a des tests euh, euh, en tout cas des questionnaires et des échelles diagnostiques, le DSM, le CIM-10, le Corner, ça je développerai ça dans mon chapitre sur les au potentiel, sur les TDAH. Donc ce sont des tests qui permettent de voir
comment fonctionne justement l'activité cérébrale et qui permettent de mesurer ce niveau d'hyperactivité. Mais ça se fait assez rapidement, hein. C'est comme un test WISC en fait, hein. Donc, ce n'est pas forcément très lourd en soi. Il n'y a pas de petites électrodes à poser, des choses qu'on imagine, pas du tout. Euh, les médicaments, donc oui, parfois il est nécessaire d'avoir des médicaments pour réguler l'hyperactivité. Mais souvent, donc les neuropsychiatres qui donnent ces médicaments-là essayent de le faire de manière très parcimonieuse parce que il peut y avoir des effets secondaires pour certains enfants. Et c'est vrai que ça peut être parfois plus inhibant que marcher sur l'hyperactivité. Ces médicaments, donc la Ritaline, entre autres, existent depuis 1945. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que de plus en plus, les neuropsys évitent au maximum de donner ce type de médicaments aux jeunes. Mais je tiens à préciser quand même que c'est pas parce que on prend des médicaments quand on est jeune pour l'hyperactivité qu'on est forcément toxicomane. Ça, c'est une idée reçue aussi. C'est une question qu'on m'a posée. Non, on ne devient pas addict à une forme de médicament ou une forme de drogue parce qu'on a pris de la Ritaline. Ça n'a rien à voir. Donc, ces médicaments, l'effet des médicaments, ça calme l'hyperactivité et ça peut aider à se poser, en tout cas. Après, ça peut avoir des conséquences un peu négatives sur les capacités de concentration. Parce que voilà, ça joue un peu là-dessus. Mais en tout cas, ça permet aux jeunes d'être plus stables au niveau de leur comportement. Et donc de moins les fatiguer. Voilà pour mes 4 profils. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des questions? Alors, partager l'écran, il est où qu'on continue. Donc là, j'ai parlé rapidement des 4 profils et de comment les aider. Hop, ah bah j'ai plus mon truc. Bon bah c'est pas grave, il est fermé. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma méthode. Moi, ce que j'utilise comme méthode, c'est la méthode C2A. Alors, la méthode C2A, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la méthode pour apprendre à les comprendre déjà. Premier point, on ne peut bien les accompagner que si on les comprend. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'intéresser de manière très précise et poussée à ces profils. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais encore, parce que je n'ai pas la prétention de les connaître parfaitement, mais je fais tout ce qu'il faut pour les connaître. Et donc, si on les comprend, on pourra mieux les accompagner, mieux les aborder, en fait, et leur faire confiance. Le deuxième, c'est apprendre à les accepter. Voilà, accepter leurs différences. Ça, c'est important. Ne jamais, enfin, moi, j'entends beaucoup de parents me dire, oui, mon enfant, il est au potentiel, il est Asperger, donc il est handicapé. Pas forcément, en fait, ça dépend. Il y en a, oui, qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'être aidés par la MDPH et par des moyens spécifiques. Il y a des formes graves, mais en tout cas pas le haut potentiel. Mais au niveau des 10, au niveau des troubles de comportement, il peut y avoir des besoins forts d'aide parce que c'est important. Mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut l'accepter, quelle que soit la différence, il faut l'accepter. Il ne faut pas que le parent, là c'est plutôt concernant les parents, considèrent que leur enfant est un handicapé et qu'il n'arrivera jamais dans la vie. Je crois que son enfant, il faut l'aimer tel qu'il est. Et souvent les parents, surtout pour les petits enfants, après on apprend la résilience, mais quand ils sont petits, on a tellement peur qu'ils soient malheureux que nous, on est malheureux de savoir qu'ils sont différents. Mais quand on accepte les différences et quand on passe ce cap-là, en disant oui, bon, il est différent, mais moi, je l'aime comme il est et il est extraordinaire, ça passera mieux. Et pour les enseignants, je dirais c'est la même chose, c'est-à-dire accepter que cet élève ne raisonne pas et n'agisse pas de la même manière en fait que les autres. Et si on a compris son mécanisme, ça va nous permettre, enfin vous permettre les enseignants à entrer dans son monde et à le toucher et à l'amener vers vous, vers les compétences et vers le savoir, vers le plaisir d'apprendre en fait en tout cas.
Et le troisième point, le deuxième A, c'est accompagner enfin, c'est les accepter et les accompagner de la bonne façon. Et ça, c'est important. Alors, accompagner, c'est pas forcément développer plein d'outils, développer plein de moyens. C'est surtout être à l'écoute, une écoute bienveillante et puis reconnaître sa différence, surtout. Voilà, et ça c'est ma méthode. Donc moi, pour développer cette méthode, alors j'ai plusieurs outils, hein, évidemment, mais je suis en train de finaliser une formation que je vais bien entendu vous proposer et qui parle de tout ça, en fait, de tous les profils dont j'ai parlé et d'autres encore, des profils atypiques. Comment les accompagner et qui pour les accompagner. Donc, tous les spécialistes. Je suis en train de mener des interviews auprès de spécialistes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des psychologues, des neuropsys, pour voir un petit peu tout ça. Et ça, je vous le donnerai comme contenu. Et puis, surtout, les outils et les techniques pour les accompagner. Voilà. Et donc, ça, c'est une formation que je vais finaliser pour le mois de septembre. Donc, elle sera disponible en septembre. Et je pense que c'est une formation qui va apporter des connaissances et des notions importantes à toutes les personnes qui accompagnent des jeunes atypiques. Alors après, moi, je suis dans mon cabinet, j'accompagne les familles et les jeunes. Donc, j'ai deux programmes d'accompagnement, enfin, entre autres, hein, concernant les atypiques. Le programme Pégase Pégase ou Vilain Petit Canard, je ne sais pas encore, j'hésite, pour les jeunes et leurs familles. Donc, je propose un suivi d'au moins 3 mois où on travaille sur ce que je suis et comment je veux devenir. Et puis pour les grands, je l'ai appelé Phoenix, donc aider les grands atypiques à se retrouver en accord avec eux et puis être bien dans leur vie. Voilà tout ce que je propose. Et, euh, et voilà, donc si vous avez des questions, hein, j'attends vos questions. Non, moi je suis venue par curiosité parce que je suis enseignante en effet Oui. et dans les classes, j'ai vraiment l'impression qu'au fil des années, il y a de plus en plus de profils atypiques. Alors est-ce que j'y suis plus sensibilisée, mais enfin quand même quoi, des enfants en petite section qui balancent des coups de pied, qui mordent la maîtresse, qui crachent. Ah oui, ça c'est peut-être aussi un problème éducatif. Non, je ne sais pas. On ne sait pas trop, on sait pas trop. La maman n'en peut plus. Enfin bon, elle est vraiment à bout de nerfs. On est même inquiet pour elle, tellement elle est à bout de nerfs. Et le gamin est odieux, même avec toute la famille, quoi. Plus personne de la famille Et ne dans veut. la famille, il y a d'autres enfants? Alors, elle est seule avec son garçon. D'accord. Mais bon, c'est arrivé à un point où même ses propres frères et sœurs à elle ne veulent plus, Regardez les cousins veulent plus le voir. Enfin voilà, il est vraiment mis au banc de la famille. Et elle aussi, elle, la maman, par ricochet. Et c'est une maman que vous ressentez comment? Elle est. Fatiguée, épuisée, fragile. Oui, alors donc en plus, son gamin en profite parce que elle Alors doit. après, Il a pris le c'est dessus un sur cercle elle. vicieux. Oui. Il a pris le dessus. Ouais, ouais, ouais. Alors après, peut-être qu'effectivement, c'est un hyperactif, hein, c'est possible, mais il y a aussi le fait qu'il a une maman épuisée qui n'est plus capable de faire face, en fait. Mm, Et donc là, il a pris le pouvoir, finalement. c'est C'est une ça. maman Et qui je est pense, plutôt. on est, enfin, je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, qu'il il a un bon profil de précoce, là, de haut Bah, potentiel. c'est fort possible, oui. Ça, il Donc tout faudrait ça, alerter la psychologue scolaire, elle ne l'a pas vu? non, elle ne l'a pas encore vu parce qu'on n'en a qu'une pour je ne sais combien Bah oui, d'écoles, c'est mais ça le oui, elle est problème. alertée. Ouais. Ça, c'est terrible parce que, en fait, ces jeunes-là, et je comprends que ce n'est pas sa priorité, ça c'est clair, je l'entends, hein, j'ai travaillé aussi, moi, dans le système éducatif, mais je ne comprends pas qu'on ne puisse pas aider, parce que là, c'est du coup la maman et le gamin qui souffrent, hein, les deux, et puis vous aussi, par ricochet, évidemment. Et ce qui est dommageable, c'est qu'il n'y a pas une Et aide rapide qui peut lui être toute la apportée. classe Ben par oui, ricochet. bien sûr. Et le problème de ce jeune, c'est qu'il va être, alors qu'il a priori un profil au potentiel, c'est un gamin qui va gâcher toute sa scolarité parce que dès le début, il n'aura pas réussi à apprendre les codes et à être apaisé par rapport à sa différence. Ouais. Et ça, c'est bien dommage.
Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est parler à la maman. Moi, j'ai un site internet, ça s'appelle Simplement Atypique. Je fais des rendez-vous de diagnostic gratuits, c'est-à-dire qu'elle prend rendez-vous sur mon site et puis moi, je peux voir avec la maman quelle aide je pourrais lui apporter éventuellement. D'accord. Je peux déjà débloquer certaines choses, l'aider peut-être, l'aiguiller vers des spécialistes ou vers quelque chose de particulier. Vous allez voir sur mon site, j'ai mon lien calendrier, donc elle peut prendre rendez-vous en ligne avec moi ou elle m'envoie un mail comme elle préfère. Et puis moi, je peux déjà gratuitement faire un diagnostic avec elle pour essayer de l'aider dans ses démarches. Parce que quand on est seul, c'est pas évident. Oh là là, la pauvre, oui. Ben oui, c'est ça. Donc, vous êtes dans quel coin, vous? Vers Bordeaux. Vers Bordeaux. Oh, bah Bordeaux, j'adore Bordeaux. J'irai même la voir s'il faut, j'ai ma fille qui est là-bas. Non, non, mais bon, ça peut être déjà une première je peux lui tendre la main déjà pour ça, pour qu'elle se dise qu'elle n'est pas toute seule et qu'on entend et qu'on comprend, et voir un petit peu comment la diriger vers des spécialistes qui pourraient éventuellement l'accompagner. Oui, Voilà, moi oui, aussi, je pourrais l'accompagner, ça, c'est pas le souci. Mais après, voilà, je veux pas non plus. L'objectif, il n'est pas là pour l'instant. Il est dû apporter des réponses et de lui dire, peut-être lui donner quelques petits conseils dans un oui. premier temps, de manière Bah, ça gratuite. serait super. Voilà, ou lui préciser que c'est gratuit dans un premier temps. Sachez aussi que moi, je peux intervenir auprès des écoles. Je fais des conférences aussi sur les profils atypiques, hein, donc même sur Bordeaux, ça ne me dérange pas. Voilà, on peut travailler comme ça aussi. Et c'est important de les connaître, ces jeunes-là, parce qu'ils ont vraiment besoin euh, d'être entendus et d'être reconnus surtout. Voilà, mieux accompagner, tout le monde n'a pas besoin d'un accompagnement spécifique, en fait. C'est juste être bienveillant, finalement. Oui, ça Voilà. c'est vrai pour tout le monde, qu'il Oui, soit oui, typique ou atypique. oui, 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 exactement. Mais c'est vrai que certains profils atypiques, et là je pense particulièrement aux potentiels et aux Asperger, quand on ne les reconnaît pas comme ils sont, tels qu'ils sont, en fait, ils vont se fermer et ils vont devenir, pour certains, agressifs, comme je disais, et d'autres, ils vont perdre confiance et ils vont se limiter dans ce qu'ils vont faire, en fait. Et c'est dommage parce que quand on passe à côté de ça, on passe d'un côté riche et de quelque chose d'extrêmement positif et pour la communauté et pour nous en tant qu'adultes et pour eux en tant qu'enfants, en fait. Parce que, Oui, en fait, moi, je les compare un peu à une fleur, une belle fleur qu'on oublierait d'arroser finalement. Elle se fane, elle se recroqueville et puis elle finit par mourir. Et souvent, moi, dans les suivis que j'ai faits, et ça touche profondément, ce sont des jeunes qui se sentent morts à l'intérieur, en fait. Parce que les adultes n'ont pas su les reconnaître. Mais il suffirait de dire, je sais que tu es capable, je sais que tu es différent et voilà, il faut que tu apprécies ta différence. Des fois, juste une petite phrase comme ça leur fait du bien, en fait, finalement. Voilà. Et c'est vrai que moi, quand je vois des jeunes, moi j'ai suivi un petit garçon de 10 ans qui voulait se tuer parce que sa vie était nulle. Et en fait, c'était juste parce qu'ils s'ennuyaient à l'école. Pour eux, voilà, la vie, l'école, c'est tout pour eux. Pour ces enfants-là, l'école, c'est tout. Et quand l'école ne leur donne pas ce qu'ils pensaient attendre de l'école, parce que pour l'école, c'est vraiment, ouais, je vais apprendre plein de trucs, ça va être super. Ben non, pas forcément, parce que en fait, ça va doucement, parce que les autres vont plus doucement, parce qu'il y a plein de choses qu'ils savent déjà et qu'on leur répète et qu'on leur rabâche. Et c'est pour ça que moi, je dis parfois le saut de classe, c'est pas pour avoir des enfants qui ont 1 an ou 2 ans d'avance, on s'en moque, c'est pour avoir des enfants heureux, en fait. Finalement, c'est ça qui est important. Et moi, je sais que j'ai un de mes fils qui a sauté une classe, il a fait sixième, cinquième en 1 an, en passant en cinquième au mois de janvier. Ça n'a pas pour autant fait, voilà, je n'étais pas forcément fière, mais j'étais contente parce qu'il était enfin heureux à l'école. Voilà. Après, ouais, il a perdu son année d'avance, mais on s'en moque. L'important, c'est qu'on leur donne le droit d'aller à leur rythme. ouais. Là, c'est pas grave. Et du coup, l'aspect aller à son rythme, qu'est-ce que vous pensez des organisations de classe Montessori, où justement chaque enfant va à son rythme? Eh ben, c'est bien adapté pour les hauts potentiels, ça. C'est adapté Après, pour tout le monde en fait.
Oui, mais après, la difficulté, alors, aller à son rythme, c'est bien. Je pense qu'en primaire, c'est tout à fait réalisable. Après, en collège, c'est tellement rigide, collège, lycée, je pense que c'est plus compliqué. Mais il faut savoir, par exemple, qu'en Suède, c'est comme ça que ça marche. En fait, ils marchent par petits groupes et ils ont des validations à faire. Une fois qu'ils ont validé, par exemple, le niveau maths de CM2, et ben, ils passent au niveau maths de sixième. Ça peut être dans la même année, ça peut être 2 ans après, peu importe. Chacun évolue à son rythme et non seulement à son rythme, mais aussi dans les disciplines. Ça, c'est Montessori de toute façon. C'est Ouais, chacun va à son rythme. Et ça, ce serait vraiment l'idéal pour tous, hein, pour les plus rapides et pour les moins rapides aussi. Parce que là, on pour ne fait tous. plus la différence. On n'est pas forcément, on n'a pas redoublé ou on n'a pas sauté une classe. On est juste à son rythme. Point. C'est ça qui compte en fait. Et moi, je trouvais que la réforme des cycles avait ce côté intéressant, sauf qu'elle n'a jamais été appliquée en vrai. Le Elle n'a cycle, jamais été appliquée en vrai. ben voilà, c'est ça. Parce que ça, Et c'était il y avait quand même un niveau CM1, CM2, c'est ça. etc. Et voilà, parce que les cycles, ça aurait été vachement bien, quoi. Et pour les rapides et pour les pas rapides, ça aurait été vraiment une technique. Sauf que ça fait que l'enseignant se retrouvait avec de toute façon un triple niveau dans sa classe et que Oui. c'est difficilement gérable. Ah ben oui, non, mais ça, je De toute pense qu'en façon, on parlait tout à l'heure de la formation des enseignants. Quelle formation ben, Non. oui, ben, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord que la formation des enseignants, déjà, je pense que les personnes qui deviennent enseignants ont la capacité intellectuelle de l'être. En revanche, la pédagogie, ça s'apprend. Hein, Bien sûr. voilà. Et ça, je trouve qu'en France, ça manque beaucoup. Je veux dire, quand Oh là là, oui. les jeunes qui ont un bac plus 5, certes, ils ont un CAPES ou une agrègue, on les balance devant des classes, on les envoie quand même parfois, pour certains, un peu voilà, au feu, parce qu'il y en a qui sont très fragiles intellectuellement. Souvent, ce sont des jeunes au potentiel qui deviennent enseignants. Et avec cette fragilité, cette hypersensibilité, certains sont démolis, hein, beaucoup. Oui. Après, que ce soit devant des grands ou des petits enfants, peu importe. Quand on rentre dans une classe, on rentre quand même un peu dans l'arène, hein, quand même. Hein. Ouais. Surtout Ouais, les tout à premières fait. années, on est mis à mal. Et ça, c'est vrai que dans la formation, et ça, je le regrette beaucoup, et ça, je trouve ça, et c'est un peu aussi ce qui m'a fait quitter l'éducation nationale, parce que je trouve que on en demande tellement au personnel de l'éducation nationale, je dirais plus généralement, sans leur donner les moyens suffisants d'y arriver. Je veux dire qu'aux enseignants, on va leur dire, il faut accompagner, il faut faire ça, sauf que ben, on vous met 35 élèves, peut-être pas 35 en petite section, mais on met 35 élèves dans une classe et on leur dit, ben, maintenant, il faut tous les accompagner et vous faites ce qu'on vous dit de faire et puis vous ne discutez pas. Et quand on est personnel de direction, parce que je l'ai été aussi, on va vous imposer des choses qui vont vous empêcher de bien accompagner et les enseignants et les élèves, en fait. Et donc, Mm, ce système éducatif, moi, je le trouve extrêmement violent pour tout le monde. mm. D'ailleurs, moi, si j'en ai quitté, je l'ai quitté parce que j'en ai fait un burn-out et le psychologue et le médecin qui me suivaient, ils m'ont dit effectivement que c'était extrêmement maltraitant, qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des burn-out dans l'éducation nationale parce que c'était, oui, c'était une des institutions les plus maltraitantes en fait. Ouais, 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 ouais. Euh, Et je n'ai qu'une envie, c'est de quitter l'éducation nationale parce que je ne peux pas être l'enseignante que je Et ben voudrais voilà. être. Moi, je ne pouvais plus être l'accompagnante que je voulais être, c'est-à-dire que ma mission pour accompagner les jeunes et les familles à haut potentiel, enfin, entre autres, c'était plutôt des hauts potentiels pour le coup, en fait, on ne m'a pas donné les moyens de bien les accompagner. Moi, je voulais créer une cellule, je voulais créer des choses, et on me disait tout le temps, non, il n'y a pas les moyens pour ça. Bon, bah, Ouais. je vais le faire moi-même. Alors finalement, je suis partie et je ne regrette pas du tout d'être partie parce que c'était un rythme. Sur les dernières années, je travaillais 70 heures par semaine, donc c'était plus possible. Et puis moi, voilà, dans ce que je fais, je le fais avec grand plaisir et j'aime ce que je fais. Donc maintenant, voilà, il faut que je développe, ça fait 1 an. Il faut que je développe mon activité. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir parce qu'il y a de plus en plus de mal-être aussi dans l'éducation nationale, entre autres. Des gens qui ne trouvent pas leur place aussi. Moi, j'ai des adultes aussi qui viennent me voir parce qu'ils ne trouvent pas leur place, parce qu'ils se sentent différents. Et je pense que les 2 années Covid ont aussi peut-être accentué la différence chez certaines personnes. Le fait de se retrouver tout seul et de retourner se confronter au monde,
ça a été un choc pour certains. Voilà. Mm. Et donc, tout ça, voilà. Et c'est vrai que l'éducation nationale, malheureusement, et ce n'est pas les dernières réformes qui font que ça améliore les choses, bien au Alors, contraire, je trouve. au contraire, Voilà, bon, après ça reste entre nous, hein, mais, oui, 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 oui. mais bon, c'est extrêmement difficile. Et c'est vrai que je trouve qu'on en demande beaucoup sans mettre les moyens derrière, quoi. Voilà. Sans mettre les moyens, sans mettre la formation, sans rien mettre. Ouais. Rien que la durée de formation, mais ça a diminué comme peau de Mais- chagrin. et C'est puis, hallucinant, quoi. Et puis, on parle de didactique, de machin, de programme, mais est-ce qu'on parle beaucoup de pédagogie et de psychologie et Voilà. De de prise en charge psychologie des et jeunes, la gestion des adolescents, les profils atypiques, tout ça? Tout ça, tous les enseignants ont à faire face à tout ça, mais on leur en parle jamais, en fait. bah non. Voilà, Ah et non. puis c'est débrouille-toi. Et ça, c'est Et bien. puis, on fait confiance à notre professionnalisme. Ah, ça oui. Ah bah oui, 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 mais quand vous craquez un peu ou que vous avez du mal avec une classe, ce n'est pas à cause de l'institution, ce sera à cause de vous, c'est parce que vous n'êtes pas Oui, compétent. voilà, 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 voilà. Et si ça marche, c'est parce que vous avez été bien formé. Oui, oui. Voilà. On est habitué. Oui. Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, pour la maman, vous lui dites qu'il n'y a aucun souci, qu'elle Oui. peut me contacter et que bon, on se fera une visio, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous souhaitez, vous, en parler à vos collègues, moi, je peux venir, j'ai un pied-à-terre sur Bordeaux, éventuellement faire une conférence, en parler avec des parents ou avec des enseignants. Moi, je suis tout à fait prête à me déplacer pour le faire. Voilà. Je leur en parlerai, mais en fait, je suis tellement, déjà presque sortie de l'éducation nationale que j'ai demandé une, disponibilité pour Ah oui, 2 ans ah pour bon. créer ma propre entreprise. Donc, Ah, bah, vous allez faire quoi comme entreprise? je vais faire, des jeux éducatifs basés sur le programme scolaire, on ne se refait pas, Bah et oui. mais, qui apportent des connaissances, mais sans jamais poser de questions aux enfants. Ah, Enfin, c'est mon bien jeu ça. existe déjà, il est déjà en vente, Ah et ouais. l'idée, c'est vraiment on parlait de bienveillance, on parlait de mettre les enfants dans des bonnes dispositions, bah, c'est ça. Je leur apporte des connaissances, mais sans poser de questions, ce qui fait qu'eux, ils sont dans le jeu à fond, Ouais. et en même temps, ils vont croiser des maths, du français, de l'histoire, de la géo, un peu de tout. Ah, bah c'est chouette, ça m'intéresse parce que moi j'ai un projet d'ouvrir pas dans l'immédiat une école, mais ce que j'appelle moi une escale atypique. C'est-à-dire que pour tous les jeunes qui vont mal, qui sont en refus scolaire anxieux, je veux leur apporter un lieu de bien-être où ils peuvent se retrouver, reprendre goût à l'apprentissage, justement, à apprendre. Et surtout, je veux leur apporter du bien-être. Et donc ça, ce type de jeu m'intéresse parce que ça donne à apprendre sans vraiment apprendre, en fait, finalement. Je vous mets ici, alors le site, c'est D'accord, toutencarte.com et le nom du jeu, c'est Socarte. d'accord, ok. Et je vous parlais tout à l'heure de l'espéranto. Oui, J'ai fait, à la demande d'une association espérantiste, un jeu qui, en français, présente du vocabulaire, des bases de vocabulaire et de grammaire et de l'espéranto. Et ah en oui, fait, c'est d'une simplicité. Il y a 16 règles de grammaire, il y a 0 exception, ah ça c'est bien. donc c'est carré dans les coins. On ne Ouais. peut pas faire plus simple. Mhm. Et donc, si j'ai quelques exemplaires qui me restent, donc si vous voulez, je peux vous envoyer un Oui. exemplaire sur l'espéranto. Ah ouais, je veux bien. Mhm. Ah bah, je vais prendre votre adresse alors, vous la notez, puis comme ça, Oui. ou vous me la dites, j'ai de quoi écrire, je vous écoute. Eh ben, 44 rue Royale, donc c'est Martine Chollet, hein, c'est H-O-2-L-E-T. Oui, 44 rue Royale, 45 000 Orléans. 45 000 Orléans. Ok, je vous envoie le jeu sur l'espéranto. Ouais. Et moi, vous me donnerez votre adresse mail. Ben, de toute façon, je vais l'avoir là, non? Dans le... Ah bah, oui, je vous la donne, c'est tout en carte, j'ai pas cherché très loin, tout en carte, @gmail.com. Ok. Gmail.com. Voilà. Non, parce que ça peut être intéressant voilà, quand mon projet sera finalisé, pourquoi pas. Ouais, Et peut-être ouais, que ouais.
que je vous inviterai à venir participer, hein, pour aider Ah bah, avec les plaisir. jeunes. Voilà, Ah donc ouais, parce qu'en fait, c'est pas la relation aux enfants ou le fait de transmettre que je ne veux plus, ben c'est oui, la non, mais je classe. comprends. Ben, c'est ce que moi, Et j'ai aussi ressenti. C'est pas la relation aux autres, le fait d'aller dans les écoles, mais c'est la manière dont on nous demande de travailler finalement, ouais, qui est ouais, compliquée, qui est extrêmement compliquée et qui est pas du tout satisfaisante, en fait. c'est ça, c'est Ouais. ça. Mm. Eh ben oui, mais je pense qu'on est beaucoup à le penser et peu à vouloir partir. Moi, j'ai quand même fait une rupture Moi, c'est un conventionnelle, peu hein. en mode panique, hein, c'est pareil, burn-out, et puis, bah, je vois que chaque année, l'âge de la retraite recule, donc il y a un moment où c'est: «Je Ouais, peux ouais, plus». ouais, ouais, ouais. Oui, puis J'essaye moi, absolument c'est autre pas chose. travailler qui m'embête, hein, c'était de travailler dans ces conditions. Donc Travailler dans ces conditions. maintenant, l'âge de la retraite, à la limite, je m'en moque finalement, Oui, bah, parce si que je mon fais ce projet que j'aime. fonctionne, je m'en moquerai aussi, mais pour le Voilà. moment, c'est quand même un gros point pour moi. Oui, 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 non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, je fais ce que j'aime et je me dis, bah écoute, s'il faut que je travaille jusqu'à 70 ans, si j'ai la forme, je le ferai. Mmh. Donc voilà, parce que quand on fait ce qu'on aime, on ne travaille pas en fait Ah finalement. bah, voilà, exactement, Donc exactement. Je suis bien d'accord. on est dans le plaisir. Eh bien, merci d'avoir Tout été à là. fait. Et Merci. puis, n'hésitez pas, s'il y a des besoins, voilà. Bah, je transmettrai. Merci beaucoup. Très bien, merci, bonne Bonne soirée. soirée. Au Au revoir. revoir.